Au cœur de la Nouvelle-Écosse, dans la petite ville d'Antigonish, l'Université Saint-Francis-Xavier a formé des générations de leaders canadiens. En cet après-midi de mai 2015, une nouvelle cohorte de diplômés s'apprête à joindre les rangs d'illustres politiciens comme Brian Mulroney. When I graduated from St. FX, I had no money, no influence, and no connections. Sur scène, un invité spécial à qui l'université est sur le point de remettre une de ses plus hautes distinctions. I present to you Wafiq Rida Saeed. Le mystérieux milliardaire d'origine syrienne, Wafiq Saeed, reçoit un doctorat honorifique pour ses œuvres philanthropiques sans qu'on ne souffle le mot de son passé trouble. Il ne semble avoir aucun lien avec l'université ou même avec le Canada. Aucun lien, sauf un. Right Honorable Brian Mulroney. Son amitié avec l'ancien premier ministre, Brian Mulroney. One of the greatest and most successful Prime Minister of our time. Qui est donc Wafiq Saeed et pourquoi est-il si proche de l'ancien premier ministre canadien? Les Paradise Papers, la nouvelle fuite de documents confidentiels des paradis fiscaux obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung, nous ont permis de découvrir des indices étonnants sur les liens qui unissent ces deux hommes au passé controversé. Originaire de Syrie, Wafiq Rida Saeed a mis le cap sur Londres dans les années 60. Il a rapidement gravi les échelons de la société britannique, amassant une fortune de plus d'1 milliard de dollars. Wafiq Saeed n'hésite pas à donner pour des causes qui lui sont chères, dont la prestigieuse école d'études commerciales de l'Université Oxford qui porte son nom. Il gravite autour des grands et puissants de ce monde, de Nelson Mandela au prince Charles, en passant par Margaret Thatcher. J'ai entendu son nom parce qu'il apparaissait dans les pages sociales de journaux respectables. Et j'ai voulu savoir comment cet homme a fait son argent. Et qu'avez-vous découvert? Qu'il était un marchand d'armes. Depuis Londres, Andrew Feinstein dirige l'ONG Corruption Watch et a écrit sur le commerce mondial des armes. L'histoire de Wafiq Saeed est intéressante. Il a fait la connaissance de nombreux membres de la famille royale saoudienne, y compris du prince Bandar. Le prince Bandar est le fils du prince sultan, qui a été, à compter des années 60, le ministre saoudien de la Défense pendant presque un demi-siècle. Le prince Bandar et son père étaient au cœur des contrats d'armes avec l'Arabie saoudite. Ce sont ces contacts que Wafiq Saeed a mis à profit dans un des plus gros contrats de vente d'armes de l'histoire du Royaume-Uni. Un important contrat de vente d'armes ne se produit pas sans corruption. Mais vous avez besoin de quelqu'un pour éloigner les pots de vin du gouvernement ou de l'entreprise et des bénéficiaires, et c'est le rôle de l'intermédiaire. C'est ce rôle que jouait Wafiq Saeed dans l'affaire Al Yamama. Conclu en 1985, le contrat surnommé Al Yamama allait atteindre plus de 70 milliards de dollars pour la vente et l'entretien d'avions de chasse du fabricant British Aerospace à l'Arabie saoudite. Des soupçons de corruption pesaient dès le début concernant ce contrat. En 2003, le journaliste d'enquête David Lee a reçu l'appel d'un lanceur d'alerte qui disait avoir été payé à même une caisse noire de British Aerospace. Son rôle était de satisfaire les requêtes les plus excentriques des princes saoudiens. Il a dit « C'est mon travail de leur fournir des voyages, des filles et des sorties en boîte de nuit. » Il a dit qu'il devait leur donner des cadeaux, des choses comme des coffrets d'ustensiles en or. Puis des dénonciateurs nous ont approchés en disant « Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Ce n'est pas seulement à propos de prostituées et de couverts en or. Il s'agit d'une affaire de gros sous. » Les journalistes du Guardian ont ensuite mis la main sur des documents confidentiels qui avaient été déposés par erreur aux Archives nationales britanniques. Et aussi sur cette note de l'ambassadeur britannique en Arabie saoudite, indiquant que le prince sultan s'attendait à recevoir des pots de vin dans tous les contrats.
Considérant les soupçons qui entouraient le contrat Al Yamama, c'était une information explosive. Nous avons donc poussé nos recherches. D'autres documents secrets obtenus par The Guardian révèlent entre autres que le coût des avions de chasse britanniques avait été gonflé pour le paiement de commissions secrètes. Les avions de guerre vendus étaient surévalués, de 30 à 40 Ces montants supplémentaires étaient facturés aux Saoudiens, puis distribués sous forme de pots de vin, entre autres au prince sultan, le ministre de la Défense, et à son fils Bandar. Une partie de l'argent allait dans les poches des Britanniques. Le prince Bandar lui-même avait partagé publiquement sa vision de la corruption lors d'une entrevue à la télévision américaine en 2001. Ce que j'essaie de vous dire, c'est « et après ». Nous n'avons pas inventé la corruption, ça se passe depuis Adam et Ève. C'est la nature humaine. Mais nous ne sommes pas aussi mauvais que vous le pensez. À la suite des allégations de corruption publiées par The Guardian, le service britannique de la répression des fraudes majeures, le Serious Fraud Office, lance en 2004 une enquête sur le contrat Al Yamama. À la même époque, un des entremetteurs du contrat, le milliardaire Wafik Saïd, décide de recruter un ex-premier ministre canadien pour l'aider à gérer sa fortune personnelle. Le 21 mai 2004, à Paris, Brian Mulroney assiste à une réunion du conseil d'administration de Saïd Holdings, la société de gestion de la fortune de Wafik Saïd. Selon les procès-verbaux que nous avons obtenus des Paradise Papers, l'ex-premier ministre est alors invité à joindre le conseil d'administration et il accepte. De Paris à New York, de Monaco aux Bermudes, Brian Mulroney assiste aux réunions du CA. Les administrateurs sont rémunérés au moins 100 000 $ par année. Saïd Holdings est incorporé aux Bermudes, un paradis fiscal où le taux d'imposition est de 0 %. En 2005, la présence aux Bermudes de Saïd Holdings est minimale, 2 employés pour gérer une fortune de plus d'1 milliard de dollars. En réponse à nos questions, Brian Mulroney confirme que Saïd Holdings ne payait pas d'impôts aux Bermudes, mais dit que la société payait des impôts dans les pays où elle faisait affaire. Cette société fait-elle vraiment de l'évitement fiscal? Dans mon esprit, c'est une pratique très antisociale. Nous avons montré des documents confidentiels de la fuite au professeur de comptabilité Prem Sikka. Si un ancien premier ministre est lié à ce type de société, il aurait d'abord dû évaluer à quel point les activités de cette société sont transparentes. Or, c'est presque une opération de style militaire ici. Les étapes que vous devez prendre pour donner l'apparence, et je souligne le mot « apparence », que les structures financières sont légitimes. Pendant ce temps, l'enquête du Serious Fraud Office britannique bat son plein au sujet des allégations de corruption liées au contrat Al Yamama. En 2006, les autorités britanniques découvrent que British Aerospace avait transféré des centaines de millions de livres sterling par des sociétés aux îles Vierges britanniques. Selon The Guardian, une partie des fonds aurait transité par des comptes en Suisse liés à Wafik Saïd. Puis, tout a basculé pour l'équipe d'enquête. Ils sont allés en Suisse pour enquêter sur ces comptes. Dès qu'ils ont demandé l'accès, le ciel leur est tombé sur la tête. Wafik l'a dit à Bandar. Bandar a pris un vol vers Londres pour rencontrer le premier ministre britannique Tony Blair et a déclaré que cela devait cesser. Si l'enquête se poursuit, les Saoudiens laissent entendre que leur pays cessera toute collaboration avec le Royaume-Uni en matière de lutte antiterrorisme. 3 jours plus tard, Tony Blair demande au procureur général de mettre fin à l'enquête du Serious Fraud Office. Je crois que c'est un moment incroyablement sombre pour la justice et la démocratie britannique. Mais cela montre aussi le pouvoir de l'Arabie saoudite en Grande-Bretagne. Cela montre l'influence extraordinaire de gens comme Wafik Saïd. Et pendant toutes ces années,
Brian Mulroney a continué à siéger au conseil d'administration de Saïd Holdings jusqu'en 2012. Il me semble très improbable que Brian Mulroney n'ait pas été au courant de ces allégations tout à fait sensationnelles qui étaient publiées tous les jours dans le Guardian et qui étaient reprises dans les médias internationaux. Sir, about the Paradise Papers. Brian Mulroney a décliné nos demandes d'entrevue. Mais en réponse à nos questions, son avocat dit que M. Mulroney connaît Wafik Saïd depuis plus de 20 ans. Il est un homme remarquable, un investisseur qui a connu beaucoup de succès et un grand philanthrope. Il est aussi un bon ami, écrit-il. Après la pause, les Paradise Papers révèlent un autre détail étonnant. Wafik Saïd s'identifie comme citoyen canadien. Pourquoi voudrait-il un passeport canadien? Et comment en aurait-il obtenu un? Wafik Saïd est associé à l'une des transactions militaires les plus corrompues de l'histoire britannique. Dans cette deuxième partie d'enquête, nous tenterons de comprendre comment ce milliardaire a obtenu un passeport canadien. Lorsque Wafik Saïd reçoit son doctorat honorifique à l'Université Saint-Francis-Xavier en 2015, on mentionne au passage un lien étonnant avec le Canada qui ne semble pas avoir été divulgué publiquement auparavant. Mr. Wafik Saïd is a Canadian citizen. En épluchant les données des Paradise Papers, nous trouvons bel et bien la confirmation, la photocopie d'un passeport canadien. Pour le journaliste d'enquête David Lee, qui croyait tout connaître du milliardaire, la surprise est totale. C'est très difficile de comprendre pourquoi. Il ne vit pas au Canada, il a une adresse fiscale à Monaco, mais il n'y habite pas. Il vit en Grande-Bretagne, il a une maison dans la campagne britannique et un appartement à Londres. C'est une découverte qui me stupéfie. Pourquoi les riches étrangers désirent-ils obtenir la citoyenneté canadienne? En raison des avantages qu'un passeport canadien procure, selon l'avocat Richard Kurland. Pour un milliardaire au Moyen-Orient, c'est le meilleur passeport possible parce qu'on peut voyager librement partout au monde sans visa, presque, et on ne paie pas d'impôts au Canada. On possède la citoyenneté, mais on ne paie pas d'impôts parce qu'on n'est pas physiquement présent au Canada. Le Canada offrait jusqu'à récemment une porte d'entrée spéciale pour les étrangers bien nantis comme Wafik Saïd, le programme d'immigrants investisseurs. En échange d'investissements créateurs d'emplois au Canada, ces immigrants obtenaient le statut de résident permanent. Wafik Saïd dit avoir eu recours à ce programme en investissant dans la société Jordan Petroleum, une société pétrolière et gazière albertaine. Mais avant d'obtenir la citoyenneté, les investisseurs devaient vivre au Canada pendant 3 ans. Dans un document provenant des Paradise Papers, Wafik Saïd fait référence à un passeport émis à Paris en 1996. Le passeport a été mis à Paris? Oui. Intéressant. Pourquoi? Si c'était un renouvellement, oui, c'est possible, mais d'habitude, les personnes qui résident au Canada, qui deviennent citoyenneté du Canada au Canada, vont recevoir leur premier passeport dans les 48 heures, une semaine, au Canada, pas à Paris. Wafik Saïd a-t-il vraiment habité au Canada pendant 3 ans? Au registre des entreprises du Québec, le nom de Wafik Saïd apparaît. Il est le seul actionnaire et administrateur d'une société à numéro fondée en 1988. Elle est située au 1010 rue Sherbrooke-Ouest à Montréal, bureau 400. Le 10 Sherbrooke-Ouest, j'étais là pendant une période de 10 ans, mais au 23e étage. Au 4e, c'était le cabinet de mes collègues. Elle était avocate en matière d'immigration et elle avait eu comme clientèle du monde surtout qui venait du Moyen-Orient. Dans les rapports annuels de la société, Wafik Saïd déclare habiter non pas à Monaco ou à Londres, mais bien à Montréal, au 5590 rue Légaré, dans le quartier Côte-des-Neiges.
Son nom apparaît même dans un vieux bottin téléphonique. À partir de ce bottin, nous avons trouvé une locataire qui vivait dans le même immeuble à l'époque, Hélène Gloutenay. Ici, c'était plus des gens simples, des jeunes familles, des étudiants. C'est pas des logements de luxe. C'est pas... On n'est pas à Westmount ici. Non, non. Ni à Outremont. Moi, je demeurais en haut, au 3e. Le milliardaire Wafik Saïd, lui, affirme dans le rapport annuel de sa société avoir occupé l'appartement numéro 1, un demi-sous-sol. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. C'est ce monsieur-là? Non, non plus. C'est pas dans l'appartement ici, sur les garés, ça. Ça ressemblait pas à ça à l'intérieur de votre appartement, non? Non. Quoi les probabilités qu'un milliardaire habite dans un appartement ici, d'après vous? Pas mal moins que gagner le 6,49, je pense. J'ai eu plusieurs milliardaires comme clients depuis 1989. J'ai jamais vu un milliardaire qui avait l'intention de s'installer dans un édifice de même. Dans le troisième et dernier rapport annuel déposé par Wafik Saïd, les activités de sa société canadienne sont décrites comme étant indéterminées et imprécises. Activité indéterminée et imprécisée. Si je travaillais à titre d'avocat pour le département citoyenneté et immigration à l'époque, je soulève le drapeau rouge parce que c'est impossible d'obtenir la citoyenneté du Canada avec cette preuve et uniquement cette preuve. Alors, comment a-t-il pu obtenir la citoyenneté canadienne avec un tel dossier? Le gouvernement a le pouvoir d'accorder la citoyenneté dans des cas exceptionnels, si c'est dans l'intérêt national. Ou bien on donne la citoyenneté de façon publique, comme on l'a fait avec le Dalai Lama. Ou bien ça va être fait en cachet. La personne va déposer la demande de la citoyenneté. Ça va être sans le preuve requis, un peu mince comme dossier. Et l'administration va identifier le dossier avec un numéro, va prendre le dossier et le traiter à part, en secret. En réponse à nos questions, Wafik Saïd dit avoir vécu au Canada pendant 3 ans. Il dit avoir utilisé fréquemment le petit appartement de la rue Légaré, mais qu'il préférait plutôt vivre à l'hôtel lors de ses séjours avec sa famille au Canada. Wafik Saïd affirme avoir obtenu la citoyenneté canadienne en suivant la loi à la lettre. Pourtant, tout au long de cette période, des journaux et des documents officiels rapportent que Wafik Saïd dirigeait son empire depuis Londres. Pour l'avocat Richard Curlin, bien des questions demeurent sans réponse. Le Canada peut suspendre le passeport. On le fait dans d'autres dossiers. On peut réexaminer la façon par laquelle cette personne a obtenu la citoyenneté du Canada, qui était responsable, qui a pris la décision, mais pour protéger le nom du Canada, il faut vraiment poser des questions concernant ce dossier. Dans quelles circonstances Wafik Saïd et Brian Mulroney se sont-ils rencontrés? Wafik Saïd dit l'avoir connu en 2002 par l'entremise de l'homme d'affaires québécois Paul Desmarais. L'ancien premier ministre se retrouve une nouvelle fois sur la sellette pour ses liens avec des intermédiaires controversés. Après sa carrière politique, Mulroney avait vu sa réputation entachée pour avoir accepté 225 000 $ en argent comptant du marchand d'armes allemand Karl-Heinz Schreiber. Octobre 2016. Un peu plus d'1 an après que Wafik Saïd ait obtenu son doctorat honorifique, Brian Mulroney est de retour à l'Université Saint-Francis-Xavier. I wanted to, like Frank, who's with me here today, give back to the Saint of X, which made a lot of things possible for me. L'ancien premier ministre vient annoncer la création d'un nouvel institut de gestion à son nom, un projet qui l'aidera à redorer son blason. Mais des documents obtenus grâce à la loi d'accès à l'information nous apprennent que Wafik Saïd, l'ami controversé de Brian Mulroney, s'est engagé à y contribuer 4 millions $. C'est Brian Mulroney lui-même qui a négocié l'entente signée en mars 2015 avec Wafik Saïd, quelques semaines avant que celui-ci n'obtienne son doctorat honorifique de l'université. Ces documents suggèrent qu'il y a une sorte de transaction. Ce n'est plus un doctorat honorifique si c'est fait de cette manière-là, parce qu'un doctorat honorifique, c'est quelque chose qui ne se vend pas. Point.
Selon ceux qui ont enquêté sur Wafik Saïd, le milliardaire a voulu redorer son image et du même coup redorer celle de son ami Brian Mulroney. Brian Mulroney, à mon avis, aura joué un rôle essentiel pour que Wafik Saïd reçoive un doctorat honorifique de son alma mater. Il participe sciemment au processus de réhabilitation de celui qui a facilité la transaction d'équipements militaires la plus corrompue de l'histoire.